Mesdames, Messieurs, salut, voici votre journal avec un seul titre à la une. Le général-major Évariste Kakule Somo a officiellement pris ses fonctions de gouverneur du Nord Kivu ce vendredi 31 janvier 2025 à Béni. Face à l'occupation de Goma par le M23, il a annoncé le déplacement temporaire du chef-lieu provincial. Accueilli par les autorités locales, il a appelé la population à collaborer pour la restauration de la paix. Sa prise de fonction intervient dans un contexte marqué par l'avancée du M23 et la recrudescence des attaques des ADF. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Et nous entamons directement par cette information dont nous avons fait mention dans le titre de cette édition. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, vient d'entrer en fonction ce vendredi. Il a installé son bureau en ville de Béni en attendant la reconquête de Goma, la capitale provinciale, aujourd'hui sous l'emprise du M23 soutenu par le Rwanda. Mais beaucoup de défis attendent ce gouverneur. La population de ce coin attend de lui la reconquête des villages encore sous l'occupation des rebelles. Delphin Mupanda pour le reportage depuis Béni. Le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu vient de prendre fonction en remplacement du général-major Peter Chirimwami, tué au front près de Goma. Le général-major Kakule Somo Évariste vient d'installer provisoirement son bureau en ville de Béni. C'est à partir d'ici où il doit coordonner tous les efforts et stratégies militaires afin de récupérer les zones aujourd'hui sous l'emprise du M23, le groupe armé soutenu par l'armée rwandaise. Il appelle les officiers militaires et les volontaires pour la défense de la patrie VDP à ne pas céder au désespoir, mais à capitaliser leur situation actuelle pour reconquérir toutes les zones encore sous occupation de l'ennemi. Mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir, mais de capitaliser leur situation actuelle, qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. La flamme de la résistance congolaise ne doit plus jamais s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Et je vous demande de rejoindre les forces de défense pour contribuer à la protection de l'indépendance du pays. Consolider les acquis de nos pères, des pères de l'indépendance, consistant à garder la République une et indivisible dans ses frontières de 1960. Plusieurs défis attendent le nouveau gouverneur du Nord Kivu. Il doit coordonner les actions amenant à la restauration de la paix dans la province, mais plusieurs espaces sont encore sous l'emprise du M23. C'est pourquoi la population demande au gouverneur de militer pour la restauration de l'autorité de l'État en récupérant les zones sous occupation. Nous savons qu'il est capable de finir la guerre. C'est pourquoi nous voulons qu'il ne soit pas toujours assis dans son bureau, mais qu'il travaille, notamment déployer des militaires partout pour nous permettre d'accéder dans nos champs et reprendre le travail. Les provinces du Nord et Sud Kivu sont confrontées à l'activisme du M23 soutenu par l'armée rwandaise. La ville de Goma, la capitale provinciale, a été secouée par les affrontements. Alors que les assaillants occupent une partie de la ville, les forces armées de la RDC et les Wazalendo résistent à leur progression dans d'autres zones. Et revenons sur la situation de la guerre du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont délogé ce vendredi 31 janvier des rebelles du village de Mukwija et ses environs. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Cette localité tombée sous le contrôle du groupe armé mercredi dernier a été reprise avec d'intenses combats. L'armée poursuit son offensive pour sécuriser la région et repousser les combattants vers les collines qui environnent ce milieu, comme nous dit ici Delphin Voya dans ce récit. Selon la société civile de Mukwija, les FARDC auraient pris son contrôle aux environs de 13h de ce vendredi 31 janvier. D'autres sources indiquent que les villages de Sanzi et Muganzo sont également repassés sous contrôle de l'armée dans l'après-midi, tandis que les combats se poursuivent sur les collines de Ukana et de Nyamigisha. Ces sources assurent que les forces armées se comportent très bien sur les lignes de front. Le porte-parole de l'opération Sokola Nord Sud Kivu, le lieutenant Meyagbe Jérémy,
a précisé que les affrontements se déroulent désormais au-delà de Nyambibwe, sans donner davantage de détails sur la situation à court. La veille, les rebelles du M23 avaient attaqué les positions de FARDC à Kalangala, localité située à 6 km de Nyambibwe dans le territoire de Kalehe. L'armée congolaise est parvenue à contenir cette offensive, empêchant une nouvelle avancée des assaillants dans la région. La situation reste tendue et les opérations militaires se poursuivent pour sécuriser les zones reprises. Puisque nous parlons du Nord Kivu et du Sud Kivu, sachez que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni les députés nationaux de ces deux régions à la Cité de l'Union africaine le jeudi. Ils ont échangé autour de la situation sécuritaire qui préoccupe toute la RDC dans le cadre de l'avancée du M23 dans les deux provinces. Des détails dans ce récit avec Rasraniki. Cette rencontre a porté sur la situation sécuritaire dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Au pris part à ces assises, les députés nationaux et sénateurs du Nord et du Sud Kivu, selon nos sources, des échanges ont porté sur des conséquences liées aux attaques du M23, notamment dans la ville de Goma. La situation qui prévaut à l'Est du pays, particulièrement. Le chef de l'État a assuré que le processus diplomatique avance, un espoir que la communauté internationale entendra la voix de la RDC pour exiger le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Pendant ce temps, il ressort que la ville de Goma connaît un drame sécuritaire et humanitaire à la suite de son envahissement par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. En dépit de cette situation, le chef de l'État s'est montré rassurant des efforts diplomatiques en cours. Séance tenante, les élus du Nord et du Sud Kivu ont exprimé tout leur soutien au chef de l'État pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires visant à mettre fin à la guerre qui plonge les Congolais dans le désespoir. En sécurité en ville de Goma, l'Organisation des Nations Unies s'inquiète de plusieurs cas de violences sexuelles enregistrés au cours des combats commis par les M23 en province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Elle plaide pour le respect des droits de l'homme pendant cette période, comme nous le dit ici Eugène Moussira dans ce récit. L'ONU s'est exprimée face aux violences généralisées dans l'Est de la République démocratique du Congo, où le conflit entre l'armée congolaise et le groupe armé M23 s'accompagne de nombreux viols et exécutions sommaires. La prise de la majeure partie de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, par le M23 en début de semaine marque une véritable escalade dans la région meurtrie par des décennies de conflits impliquant de multiples groupes armés. Selon les porte-paroles du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Jérémy Laurence, cité sur information.tv5monde.com, des bombes ont touché au moins 2 sites des personnes déplacées internes, causant ainsi des victimes civiles. 12 personnes ont été exécutées par le M23 dans leur offensive entre le 26 et le 28 janvier. Dans les zones sous contrôle du M23 au Sud Kivu, comme Minova, il a indiqué que le groupe avait occupé des écoles et des hôpitaux et forcé les déplacés à quitter les camps. Les rebelles auraient également soumis la population civile à des enrôlements forcés et au travail forcé. Le Bureau des droits de l'homme a par ailleurs documenté des cas de violence liés au conflit par l'armée congolaise et les combattants Wazalendo alliés dans le territoire de Kalehe. Il mentionne des rapports des autorités de la RDC indiquant qu'au moins 165 femmes ont été violées par des détenus masculins après une évasion de plus de 4000 prisonniers dans la prison de Munzenze à Goma le 27 janvier alors que le M23 commençait son assaut sur la ville. Et pendant ce temps, face à la dégradation sécuritaire dans le Nord Kivu, caractérisée par les combats entre les FARDC et les M23, l'armée ougandaise UPDF a annoncé ce vendredi une posture défensive avancée dans l'est de la RDC. Dans un communiqué, UPDF précise que cette mesure restera en place jusqu'à la fin de la crise et le retour à la normalité. L'armée ougandaise indique que son objectif est d'empêcher d'autres groupes armés négatifs, notamment les ADF, de profiter de la situation en cours dans le pays, en RDC. Mais cette mesure vise surtout à protéger les intérêts de l'Ouganda sur le territoire congolais.
UPDF affirme suivre de près la situation et maintenir la traque des ADF qu'elle combat aux côtés des FARDC dans l'opération Souza depuis janvier, depuis l'année 2021. Et à Butembo, le centre de transfusion sanguine CT sans sigle informe la population sur le besoin urgent de donner du sang pour sauver des vies humaines en temps de guerre. La ville de Goma présente une forte demande en sang vu le nombre de personnes blessées prises en charge dans les structures sanitaires. Ce vendredi 31 janvier, le médecin responsable du CTS, alors le centre de transfusion sanguine de Butembo, Benda Mahesi Trésor, a appelé à la mobilisation de tous pour le don bénévole du sang en vue de satisfaire la demande de la ville de Goma. Reportage Léandrine Maloulé et Luciana Moussibiro. Dans la salle de médecins du centre de transfusion sanguine de Butembo, le médecin responsable de la CTS Butembo, Benda Mahesi Trésor, a informé la presse de Butembo sur la carence de sang dans des zones touchées par l'activisme du M23. Cette situation déjà compliquée et difficile à maîtriser s'ajoutent les blessés de guerre et les rescapés des massacres qui allongent la liste de la catégorie des malades qui nécessitent un traitement par la transfusion sanguine. Le Nord Kivu compte 4 centres de transfusion sanguine, à savoir à Goma, à Rutshuru, à Beni et à Butembo. Le centre de transfusion sanguine de Butembo a pour rôle de rendre disponibles et accessibles les produits sanguins sécurisés de qualité en quantité dans les hôpitaux. Le médecin responsable, Dr Benda Mahesi Trésor, sollicite les habitants de Butembo de venir faire aide aux bénévoles de ça au CTS Butembo pour combattre avec les victimes et rescapés des massacres à Goma et environ. Vu le contexte de guerre dans la partie sud de la province, avec l'augmentation accrue de la demande en produits sanguins dans les hôpitaux de toute la province et l'impossibilité de mobiliser les donneurs dans plusieurs contrées, nous lançons un message de détresse aux autorités politico-administratives, ecclésiastiques, associatives, caritatives et toutes les couches sociales ainsi que les partis politiques et les mouvements de pression de la ville de Butembo et ses environs pour la mobilisation aux dons bénévoles de sang pour sauver des vies de nos compatriotes. En cette occasion, quelques journalistes se sont fait dépister pour voir s'ils sont éligibles pour donner de leur sang. Une fois diagnostiqués, quelques journalistes ont donné de leur sang. Mouhassa Gisle est journaliste à la Rook FM. Est-ce que je donne ça? Mais aujourd'hui, je suis motivé puisque actuellement, nous sommes sous une période de guerre. Donc déjà, il y a deux plateaux qui ne fournissent plus de ça, comme Rutshuru et Goma. Donc seul le Tembo peut fournir de ça qui quitte ici jusqu'à Goma. Voilà pourquoi nous sommes motivés de venir donner du sang. Chaque don bénévole de sang peut sauver plus d'une vie, comme le dit le slogan du CTS. Et nous allons boucler cette édition en vous informant qu'il s'est tenu ce vendredi 31 janvier une réunion du conseil d'administration à l'université de l'Assomption Congo UAC. Cette séance a permis d'évaluer les réalisations de l'année académique écoulée et de tracer les perspectives d'avenir. Présidée par le père Jean-Paul Moussanganya, chancelier de l'UAC, en présence du révérend père Thierry Kaungia, délégué du grand chancelier. Cette séance a rassemblé les principaux responsables de l'institution. L'occasion a été donnée d'exposer les réussites et d'identifier les défis, notamment en matière d'infrastructure et d'amélioration de la formation à l'UAC. Des détails dans ce commentaire de Isabelle Wangaïmouka. La rencontre a connu la participation de membres du conseil de gestion, de doyens des facultés et des responsables des services clés de l'université. Les différentes interventions ont exposé les avancées réalisées au cours de l'année écoulée en termes de formation académique, de recherche et d'organisation administrative. Toutefois, des défis majeurs subsistent,
notamment en ce qui concerne le renforcement des infrastructures et l'optimisation des ressources pédagogiques. Je suis satisfait à 80%. 80% pourquoi? Parce que ce qu'on avait à l'ordre du jour a été parcouru, plus ou moins, mais il y a eu des éléments qui n'ont pas été profondément touchés. Et les 80% s'expliquent aussi par le fait que même s'il y a eu des aspects qui n'ont pas été touchés, le côté positif, c'est que on a abordé les questions les plus importantes qui me préoccupent et qui nous préoccupent en tant que communauté universitaire de l'UAC. Et parmi ces questions, nous avons celle des auditoires, qui est vraiment un problème réel. Il y a celle du transport des étudiants. On y a réfléchi sérieusement et les orientations étaient données pour qu'on puisse arriver à quelque chose de concret et dans l'immédiat. L'un des objectifs majeurs de cette réunion était d'élaborer des stratégies pour l'avenir de l'université. Parmi les points clés abordés figure l'engagement collectif des différents acteurs. Le chancelier a souligné l'importance de la collaboration et de l'implication de tous pour faire avancer l'institution. Il y a par exemple la force d'anticiper les défis pour ne pas subir les événements. Il y a par exemple la créativité d'innover. Cela passe par le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir pour que finalement les étudiants soient capables de répondre aux besoins de notre société. La troisième chose, c'est l'engagement d'agir tous ensemble. L'université, c'est aussi un lieu de vitalité, c'est aussi un lieu où les compétences doivent travailler ensemble, pas dans une juxtaposition, mais travailler des concerts. Le père Thierry Kahonja, en sa qualité de délégué du grand chancelier, a rappelé que l'UAC est un outil de vulgarisation des valeurs et du charisme de l'Assomption. Il a insisté sur le rôle de l'université dans la formation intégrale des étudiants en mettant l'accent sur l'éthique, l'excellence académique et l'engagement au service de la société. L'université compte parmi les œuvres mobilisatrices de la congrégation, c'est-à-dire des œuvres qui font parler du charisme de l'Assomption et à travers lesquelles nous transmettons le charisme de la congrégation. Et parmi les éléments, les lignes missionnaires de la congrégation, les lignes apostoliques de la congrégation, nous avons des grands secteurs de l'éducation. Le supérieur général m'a demandé d'animer le secteur de l'éducation, effectivement. Pas seulement au niveau des œuvres mobilisatrices, mais en animer les provinces à pouvoir effectivement intégrer le charisme dans toutes nos œuvres d'enseignement et d'éducation. À travers ses réflexions et ses engagements, l'UAC continue de tracer son chemin vers une formation toujours plus performante et adaptée aux réalités de son environnement. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Nous voici à la fin de cette édition du journal sur la télévision communautaire. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Restez branchés à notre programme car il se poursuit. Portez-vous bien, au revoir et bon week-end à toutes et à tous.